Bonsoir, j'ai l'immense plaisir de vous accueillir ce soir virtuellement pour cet ultime débat de la 19e édition du FIFDH à une discussion autour de la migration. Alors nous n'allons pas parler des migrants directement, mais aussi, oui, mais surtout de la manière dont les États relèguent à leurs confins dans des lieux souvent inaccessibles. Je pense à l'île de Manus pour l'Australie, ou alors au sud marocain, ou alors au Niger pour la Libye. Relègue donc les camps de rétention dans des endroits dont on ne peut pas témoigner et où souvent les droits humains sont mis à mal, c'est le moins qu'on puisse dire. La manière aussi dont les États criminalisent les humanitaires qui font juste leur travail pour venir en aide aux migrants. Alors ce sont des questions dont on a déjà parlé, mais elles prennent une actualité nouvelle avec la pandémie. D'une part, parce que la crise guette un certain nombre de pays dont les économies sont déjà fragilisées. De l'autre, parce qu'avec les mesures de confinement ou pour faire barrière à la progression de la pandémie, eh bien, les journalistes ne peuvent pas autant voyager qu'ils le faisaient et ne peuvent donc plus témoigner aussi facilement qu'ils le faisaient par le passé. Ce débat est co-présenté par Médecins sans frontières. Et pour en parler, j'ai l'immense honneur, le privilège d'accueillir 3 invités, dont un est en Zoom depuis la Nouvelle-Zélande, Behrouz Bouchani, qui a été pendant près de 7 ans sur l'île de Manus, il en parlera. Elena Maleno, ici, qui a fondé le collectif Caminando Fronteras et qui vit entre le sud de l'Espagne et le Maroc et qui vient en aide aux migrants. Et puis, pour animer et participer à ce débat, Stephen Cornish, le directeur général de Médecins sans frontières Suisse. Ce débat sera divisé en 3 parties, approximativement. La première, avec Behrouz Bouchani, par Zoom, nous on parlera des conditions de vie sur l'île de Manus. La deuxième, avec Elena Maleno, sur la criminalisation des humanitaires. Et enfin, une troisième partie avec les questions du public. Donc, je vous encourage à les poser via nos différentes plateformes ou via le site. Je vous renvoie aussi au site pour en savoir plus long sur nos invités, notamment Parole d'activiste, où Elena Maleno se présente et explique un tout petit peu son combat et les raisons qui le motivent. Je vous renvoie aussi au livre de Behrouz Bouchani, un livre, je vais le citer, Témoignage d'une île prison. Il a paru en 2019 chez Hugo Doc Éditions. Je vous souhaite une très très bonne soirée et un bon débat. Merci. L'art doit quelquefois prendre la place de la politique, quand la politique, pour des raisons économiques, est bloquée. It's important to be able to write about violence with the same intimacy with which I write about love. We created the kind of community that allowed us to give expression to our dignity. Black lives matter. African young people. Actually, I'm not a hero. Bonjour et bienvenue ce soir. Je voudrais commencer dans un premier temps pour dire à quel point qu'on remercie le Festival de films et de forums sur les droits humanitaires pour l'honneur de traiter ces questions qui sont tellement importantes dans nos jours et qui sont toujours au cœur du débat de la défense des droits et de la dignité des personnes. Et je veux remercier aussi et envoyer mon admiration également nos 2 invités, Behrouz Bouchani et Elena Maleno. Tous les 2 se sont distingués à la fois par leur humanité, leur courage et leur militantisme
dans leur lutte et leurs engagements pour les populations vulnérables, non seulement vis-à-vis des tyrannies de certains gouvernements, mais également de politiques migratoires iniques. En tant qu'organisation médicale humanitaire, Médecins sans frontières est souvent présent durant l'intégralité du parcours de ces populations. Et donc, on est témoin de les brutalités qu'elles subissent, de leur pays d'origine, où règne souvent le terreur et le chaos, sur leurs chemins migratoires qui sont parsemés de violence et d'humilité, et à chaque étape de ce trajet, jusqu'à leur arrivée en Europe ou dans d'autres pays où les conditions restent dans une extrême précarité. Nous déplorons ces politiques qu'on voit en Australie, en Amérique, en Europe et dans d'autres pays qui conduisent à la mise en détention de milliers de personnes dans ces conditions sordides. Nous déplorons que la notion de solidarité soit souvent considérée comme un délit. J'ai eu l'honneur de parcourir avec nos équipes de Médecins sans frontières dans diverses missions où on prend en charge ces migrants. J'étais au Libye et j'ai pu passer dans les camps et les prisons des geôliers, là où les gens se sont rendus dans une esclavitude, où il y a la torture, l'abus sexuel, où on vend les personnes dans des esclaves modernes. Et tout ceci payé et subventionné par les gouvernements européens. J'ai pu aussi passer en Amérique centrale, où ceux qui fuient la violence, le changement climatique et les gangs passent par l'Honduras, l'El Salvador pour passer au Mexique pour aller aux États-Unis, et on criminalise leur passation. Cette criminalisation fait que les gens ont besoin de fuir dans les conditions de plus en plus précaires. Ça fait plus dur leur route. Ça leur fait face à plus de problèmes psychologiques, à des tortures et d'abus par les gangs et par ceux qui sont les narcotrafiquants. Et on les fait vivre dans une horreur. Cette horreur, c'est nous qui la construisons si on n'est pas en train de se lutter contre elle. Le silence ne vaut plus. C'est le temps qu'on va tous faire entendre nos voix. Et je suis content et très honoré aujourd'hui d'être ici avec vous, tous les internautes qui vont rejoindre ces débats pour être éduqués, pour comprendre la vraie réalité de nos deux invités. Et après cela, il va falloir vraiment qu'il y ait un devoir de chacun. Ce n'est pas assez de voir le film. Il faut qu'on s'en sorte d'ici avec le devoir d'imposer à nos gouvernements d'honorer deux principes très simples. Un, celui de porter secours, et deux, celui d'accueillir. Accueillir ceux et celles qui fuient la guerre, les atrocités et qui sont déshumanisés. Finalement, je vous remercie pour nous avoir rejoints. C'est un moment, une collectivité très importante, un sujet d'une valeur extrême. Et c'est très, très, très important pour nous et dans le monde d'aujourd'hui. Avec cela, je veux passer à notre invité en premier, Behrouz Boukrani. I will switch into English. Et je passe à l'anglais pour m'entretenir avec lui. Behrouz est un journaliste kurde qui travaillait à parler de la situation des Kurdes en Iran. L'organisation pour laquelle il travaille et lui-même ont subi des pressions des autorités à telle enseigne qu'il a dû fuir son pays et rechercher asile. Behrouz Boukrani, bienvenue. Comment allez-vous, Behrouz? Merci de m'accueillir. Je crois que c'est le matin, vous venez de vous réveiller. Nous sommes ravis que vous soyez avec nous. Behrouz, j'étais frappée dans un des entretiens que vous avez donné précédemment. Vous dites que vous étiez journaliste de profession, mais que ça ne suffisait pas à exprimer l'ampleur des souffrances kafkaesques des demandeurs d'asile à Manos. Pourriez-vous nous expliquer cela? Pourquoi le journalisme n'était pas suffisant pour décrire ce que vous avez vu? Pourquoi vous êtes-vous tourné vers la poésie et l'écriture, la prose? D'abord, il faut que je vous explique un petit peu mon travail. Quand j'étais sur cette île de Manus pendant à peu près 2 ans, j'ai travaillé sous un nom d'emprunt parce que je craignais, j'avais peur par rapport aux autorités.
Je reste néanmoins un journaliste. Quand je critique le journalisme, ça n'est pas du tout pour le rejeter du tout. C'est plutôt que le langage journalistique habituel, le rôle des médias sur les questions humanitaires ne suffisait pas et j'ai décidé de passer plus par le travail littéraire. Parce que le langage journalistique, pour moi, ne me permettait pas de mettre à nu ce système. Le langage journalistique, pour moi, n'est pas suffisamment fort. C'est un langage qui est très lié aux structures de pouvoir et aux structures de gouvernement, puisque c'est un langage qui est lui-même employé par les gouvernements pour faire de la propagande contre les réfugiés. Les médias s'appuient toujours sur des sources officielles et c'est pour ça que j'ai ressenti le besoin de faire autre chose, de plutôt passer à la littérature. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai publié beaucoup d'articles journalistiques et que finalement, c'est la littérature, les œuvres artistiques qui m'ont permis de mettre à nu, d'exposer le système grâce à ce vocabulaire, ce langage-là, plus artistique. C'est ça qui m'a permis aussi de contester le système et pas le journalisme. Même si j'ai été journaliste pendant très longtemps et je le suis encore. Mais je continue d'être convaincue que le pouvoir du langage pour susciter le changement, c'est plus celui de la littérature et de l'art. Merci. Et votre ouvrage, justement, Pas d'amis à part les montagnes, est sans aucun doute contesté le système. Et on reviendra à la littérature d'ici quelques temps. Si je comprends bien, en fait, vous craignez aussi pour votre propre vie, mais aussi vous vouliez raconter ce que vous avez vu avec les 5000 personnes, vous avez partagé leur sort. Ils arrivaient par mer, chacun rempli de rêves, de craintes. Mais je me demandais, donc vous vouliez parler de cette histoire par le biais de la prose pour les protéger aussi. Pourriez-vous nous en dire plus sur le degré de privation totale expérimentée par vous et par tous ces gens dans ces camps, la déshumanisation totale? Eh bien, ce camp, il se trouve sur l'île de Manus, au nord de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, de l'Australie, au milieu de l'océan Pacifique. L'Australie détient deux grands camps, là, à l'île de Nauru et l'autre sur l'île de Manus. Mais Nauru, en fait, c'est un pays indépendant, un tout petit pays. L'Australie a donc établi ces deux camps, les a fermés en 2008 pendant quelque temps, puis les a réouverts en 2012, puis refermés en 2013, puis réouverts. Ces camps, en fait, ils ont toute une histoire. En fait, nous avons été bannis. On était au moins 1 millier de personnes dans une tout petit endroit. Finalement, une sorte de cage. Les conditions étaient extrêmement dures. On était en plus loin des yeux, loin de tout état de droit. Nous n'avions aucun accès à quoi que ce soit.
Le camp, la prison de Manus, a mis en place un système avec des règles très nombreuses, un autre monde. On nous a privés d'accès à tous les droits fondamentaux, des choses de base. Ils ont fait ça pendant des années. Et il y a eu une quarantaine de personnes qui ont été tuées par le système en raison de violences et de négligence médicale. En tout cas, beaucoup de gens ont subi des conséquences dommageables physiques et psychologiques. Après, en 2019, on a été transféré à Port Moresby, la capitale de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, et beaucoup de réfugiés ont été transférés vers les États-Unis et d'autres vers l'Australie. Et moi, je suis entrée en Nouvelle-Zélande. Il reste à Port Moresby encore une centaine de personnes qui sont libres, sauf que l'endroit à Port Moresby est une ville dangereuse. Donc on espère qu'ils seront envoyés peut-être cette année vers les États-Unis. Et bien sûr, quand ils vous placent en détention et que vous n'avez aucune idée de combien de temps ça va durer, combien d'années, et où vous allez finir, ça, rien que ça, c'est une torture. Ce mot, je crois qu'il mérite d'être réfléchi. Mon organisation Médecins sans frontières n'a réussi à travailler sur Manus que pendant 1 an avant d'être expulsé, vu qu'il mettait à jour la situation. Et ce qui a été constaté, justement, c'est les angoisses, les souffrances morales, parce que les gens étaient coincés sur place, au milieu de nulle part, sans aucune capacité de bouger, de revenir en arrière, ni de savoir ce qu'ils allaient devenir. C'est sans doute le plus cruel. Et votre œuvre, justement, a mis à nu, a exposé ce système. J'ai cru comprendre que vous avez beaucoup aidé, vous. Mais j'imagine que vous n'aviez aucune certitude. Vous n'étiez pas sûr que votre œuvre pourrait être publiée et faire changer les choses. Alors comment vous, malgré toute cette angoisse fondamentale, cette absence d'espoir, comment avez-vous réussi à continuer à vivre, continuer à être convaincu que cette œuvre que vous envoyez tweet après tweet pourrait aboutir à quelque chose? D'abord, il faut que je vous dise que Médecins sans frontières, ils sont venus à Manus une fois. Je me souviens de leur avoir parlé. Quand ils sont partis, je ne crois pas qu'il y ait eu de rapport publié. Par contre, à Nauru, ils ont rendu visite aux réfugiés. Là non plus, ils n'étaient pas là pendant très longtemps pour aider les réfugiés. Et puis, votre organisation, pour finir, a publié un rapport qui a suscité beaucoup de réactions dans les médias. Donc ça, c'était une très bonne chose pour, là aussi, mettre en lumière la situation à Nauru. Maintenant, vous me demandiez comment j'ai réussi à tenir le coup. Dans une situation comme celle-là, être créatif, c'est essentiel. Créer, ça ne veut pas forcément dire écrire ou faire de l'art. Ça peut être créer une petite chose, quelque chose de beau à l'intérieur de la prison. La création, ça permet de survivre. En tout cas, ça a été le cas pour moi. C'est une façon de résister, de rester en vie
et de résister face à un système qui est conçu pour vous déshumaniser, pour vous ôter votre identité, votre humanité. Donc ça a été comme ça pour moi. Bien sûr, j'écrivais contre le système pour dire ce qui se passait, pour publier. Mais la première personne que j'ai aidée, c'était moi-même. Ça m'a permis de survivre en écrivant, en créant. C'est ça qui m'a aidé. C'était une façon de résister et de conserver mon humanité. Pour moi, c'est ça. C'était une expérience. Je ne suis pas seule à l'avoir vécue. On voit bien d'ailleurs comment ça se passe maintenant pendant le confinement lié à sa pandémie. Il y a beaucoup de gens qui sont coincés à la maison et le meilleur moyen de résister et de continuer d'avancer, c'est de créer. Pour moi, c'est une bonne expérience. Quand j'ai fini par arriver en Nouvelle-Zélande, j'ai dit j'ai survécu en écrivant grâce à l'écriture. C'est très important et pour tout le monde, je crois. Merci, je crois que vous avez non seulement survécu, mais vous avez même prospéré et vous avez ramené avec vous beaucoup de personnes. Vous avez parlé de ce terme de système de Manus. Qu'avez-vous appris de cette horreur systématique mise en place par le gouvernement? Un gouvernement qui se fait valoir comme étant démocratique. Qu'en avez-vous appris? Avez-vous appris et retiré quelque chose de ça? Vous parlez de cette théorie de la prison de Manus. En fait, c'est dans un échange d'idées avec un collègue d'université et nous continuons à creuser cette théorie. Ce que nous disons, c'est que cette prison de Manus ou ce système carcéraire est un système de contrôle conçu pour créer, susciter la haine entre tous ceux qui vivent dans cette petite communauté, créer une concurrence pour diviser, un système pour nous contrôler et nous déshumaniser. Donc, dans cette théorie sur la prison de Manus, c'est un petit peu, en quelque sorte, la version originale d'un système de contrôle. Mais dans une société libre, en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Europe, il y a quand même un peu un système de type prison de Manus. Même dans les magasins, dans les universités, dans les forces armées, on voit qu'il y a un système de contrôle qui en ôte l'identité des gens, les mécanise en quelque sorte. Donc, pour décortiquer ça au sein de la société, on dit que finalement le système établi à Manus est finalement le système originaire qu'il est intéressant d'étudier pour comprendre comment fonctionne un système de contrôle qui est conçu pour diviser les gens, créer de la haine et prendre le contrôle sur les gens
et pour finir par les déshumaniser. Merci Behrouz. Maintenant, Elena, voulez-vous poser une question à Behrouz? Et nous reviendrons vers vous aussi dans l'échange de questions-réponses, parce que c'est intéressant aussi de revenir sur le rôle des différents projets que vous avez en réserve. Elena, une question? Merci, c'est enchanté de vous connaître aussi. Et je voulais savoir plus sur la résistance collective, parce que c'est vous, mais vous faites partie d'un groupe. Vous êtes tous ensemble. Quels sont ces systèmes de solidarité de votre groupe, ces systèmes de résistance collective? Qu'est-ce que tu peux nous expliquer sur ça? Merci beaucoup pour cette question. C'est très important. Je dis toujours que ça n'est pas mon histoire à moi uniquement. Tout ce dont je parle, c'est finalement d'une période historique de l'Australie et de notre résistance. Quand je dis notre résistance, c'est celle de tous les réfugiés qui ont résisté face à ce système en faisant la grève de la faim, en manifestant, en parlant aux médias. Ça a été ça, notre façon de résister. Les réfugiés sur l'île de Manus ont mené, je crois, vraiment une résistance historique. Mais au-delà des réfugiés, il y a aussi des gens en Australie ou ailleurs dans le monde, des gens qui ont soutenu les réfugiés, soutenu cette résistance et qui en font partie. La société civile en Australie a résisté, a fait face, et les réfugiés dans l'île de Manus aussi. Mais à l'intérieur du camp, il y a toujours deux cultures. Il y a une culture très positive où les gens se soutiennent, ils ont besoin les uns des autres et ils dépendent les uns des autres. Mais d'un autre côté, il y a aussi toute une autre partie de haine entre les détenus. Donc il y a un vrai paradoxe. Et c'est cette culture-là qui a régné dans le camp. Cette haine, cette violence, elle est justement créée par le système. De manière générale, en tout cas, il y a eu une résistance que je considère vraiment comme historique. Mais beaucoup de gens ne voient pas les choses comme ça parce que nous ne sommes, entre guillemets, que des réfugiés. Quand vous êtes réfugié, votre résistance, elle est moins importante qu'une autre. Ah, c'est fort ce que vous dites. On se retournera avec vous tout à l'heure. Restez avec nous pour la suite du débat. Elena. Elle est diplômée de journalisme. Elle s'est lancée dans les investigations très tôt sur la traite des clandestins, de la prostitution, du trafic de drogue et d'organes. Et elle a dénoncé, souvent et très fort, le business autour des migrants. Et elle devient alors son combat au quotidien. Mais Elena, en se parlant avant, il se trouve que même avant la carrière de journalisme, que tu avais déjà une expérience très personnelle avec la migration. Est-ce que tu peux peut-être nous commencer par nous décrire cette expérience et après on ira plus profondément? Ok. Voilà, je viens d'un espace, d'un territoire que c'est aussi la frontière européenne, c'est le sud de l'Espagne, c'est l'Andalousie. Et voilà, mon territoire, c'était un espace, les champs et tout cela. Et à un moment donné, il y a les migrants qui sont venus travailler dans tout cet espace des champs. Et voilà, et j'étais étonnée parce que le racisme est venu en même temps que les migrants. En même temps que les migrants étaient exploités dans tous ces champs, et en même temps qu'il y a l'esclavage, pas seulement là-bas, sinon dans d'autres zones de l'Europe. En même temps aussi, c'est le racisme qui soutient tous ces systèmes d'esclavage. Et c'est là que je me demandais, comme on vient de dire,
ce n'est pas seulement un système, c'est un régime même. C'est le régime de contrôle des frontières, que ça fonctionne le même, voilà, en Australie, mais aussi en Mésoamérique, mais aussi à la frontière européenne. Très bien. Et vous êtes devenu journaliste et vous avez traité, comme j'ai dit en introduction, des sujets très, très difficiles. Vous avez fait beaucoup de progrès. Mais à quelque part, un peu comme Behrouz, même si le journaliste était important, il était peut-être insuffisant pour répondre à l'horreur que vous avez vue passer aux demandeurs d'asile et sur les situations de trafiquants. Explique-nous un peu qu'est-ce qui s'est passé après. Et... Voilà, on a vu comme les grands médias, ils sont un peu complices de cette situation, tu vois. Et tous les systèmes, tout ce mot qui vient nous dire qu'on va envahir l'Europe ou qu'il y a les choses qui se passent, tu vois, c'est un système où les grands médias, ils sont seulement l'espace pour les discours officiels, tu vois. Ils n'écoutent pas les réfugiés, ils n'écoutent pas les gens qui sont en train de mourir dans l'eau. Et ça veut dire on a besoin d'espaces comme les festivals, comme ça, les livres, la culture, des autres espaces où on peut expliquer, on peut donner à notre mémoire, non? On dit la mémoire des migrants, la mémoire de ce qui se passe aux frontières. Et c'est pour cela que pour moi, c'était la recherche. Aussi, je viens de publier un livre aussi sur la frontière entre l'Espagne et le Maroc. Mais on doit chercher, on doit être créatif, comme lui vient de dire aussi, pour pouvoir avoir l'espace d'un autre discours. En tant que militante reconnue, vous êtes devenue un peu la ligne de secours pour les demandeurs d'asile, ceux qui sont en détresse, souvent abandonnés à leur sort par Frontex, qui est l'agence européenne de garde frontières et côtières, qui sont censés de protéger ces gens, de leur sauver la vie. Comment est-on arrivé là? On est arrivé là parce qu'il y a un système de nécropolitique. La nécropolitique, ça veut dire que c'est une politique de faire mourir et laisser mourir. Et ça donne de l'argent. Et ça donne de l'argent surtout à des entreprises européennes qui vendent les armes, qui ont vu que le contrôle migratoire est un des grands business du siècle XXI. Tu vois? Et ce n'est pas seulement... On voit ça très clair en Europe. Quelle est la différence entre la politique migratoire de l'Espagne ou la politique migratoire de Salvini? Il n'y a pas aucune différence. Il y a des différences idéologiques entre les gouvernements, mais pas de différence sur la politique migratoire. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de cacher un grand business. Et c'est le business de contrôle migratoire. Il y a carrément une guerre aux frontières. C'est pour cela que laisser mourir tous ces gens donnent l'argent à toutes ces entreprises européennes qui sont derrière de ces guerres aux frontières. Wow, ça... C'est très fort et c'est important que nos internautes entendent cette histoire et réfléchissent à ce qu'on pense, parce qu'on a souvent la difficulté quand on lit les journaux, qu'on parle aux voisins, mais on a peut-être du mal à mettre les choses dans cet espace de méta pour voir qu'est-ce qui se passe réellement et comment on arrivera. À un stade, vous avez vu, je crois, l'insuffisance des acteurs, le système social, de le journalisme. Vous avez cofondé Caminando Fronteras, une organisation qui apporte également une aide juridique, sociale, sanitaire aux migrants. Expliquez-nous un peu le travail de cette organisation et le pourquoi que c'était nécessaire de le fonder. Voilà, nous sommes une organisation très petite, mais on est aussi grand. Tu vois, parce que on est petite, parce que voilà, nous ne sommes pas une organisation avec beaucoup de fonds économiques et tout cela, mais on est grand parce qu'on travaille en collaboration avec les communautés migrantes. Tu vois, parce que comme je l'ai demandé à lui, quelles sont les résistances collectives? Il y a la vie dans tous ces projets migratoires. Il y a les gens qui souffrent de violences, mais il y a aussi les gens qui construisent même dans les processus migratoires en vie, en résistance. Tu vois, quand on les efface, on les déshumanise, et ils viennent nous dire non, on est là,
et on s'organise, non? Et nous, on fait partie de cette organisation communautaire qui font les migrants pendant les transits migratoires. Et on était fait partie pas comme un projet, c'est quelque chose qui est né. Tu vois, quelque chose qui est comme si on a semé et maintenant l'arbre est grandi. Et un jour, on accompagnait les migrants pour avoir accès aux droits aux frontières. Et un jour, un migrant nous a appelés depuis un bateau en détresse et nous a dit, voilà, on va se noyer. Et nous, on ne comprenait rien. On ne savait même pas appeler les services de secours, mais on les a appelés. Et cette nuit-là, j'ai dit, oh, s'il vous plaît, jamais encore un appel comme ça, parce que j'ai trop souffert la nuit-là. Mais les appels sont continués à venir, un à l'autre. Et on a compris qu'on faisait partie de quelque chose de protection, de défense de la vie. Tu vois, dans cette nécropolitique, on a fait partie de cette défense de la vie. Et grâce à tout ça, voilà, on est là aujourd'hui. Et on est fiers de savoir qu'on aide dans tous ces systèmes de résistance, de défense de la vie, parce que les premières défenseuses et défenseurs des droits, c'est les propres migrants. C'est eux qui sont à la tête, c'est eux qui sont en train de montrer toutes les violations des droits que les États européens, en collaboration avec des autres États, ils sont en train de faire à la frontière. Et même, j'ai vu sur les médias sociaux, ce matin, vous avez reçu un appel en détresse. Voilà. Est-ce qu'il y a eu finalement un bon sorti? Oui, ils sont rescapés. Vous pouvez nous raconter un petit peu? Voilà, on était ce matin, j'étais avec ma collègue qui est là, de Caminando, Erika, et voilà, comme beaucoup de jours, voilà, il y avait un appel d'un petit bateau avec 11 personnes qui étaient en détresse, voilà, il disait que le bateau va se noyer. Et nous, on a réussi à avoir une localisation en position GPS qu'ils nous ont envoyée. Et on a activé les services de sauvetage espagnols et les services de sauvetage marocains. Et qu'est-ce que nous faisons? C'est de donner les informations, mais aussi de les rappeler qu'il faut collaborer. Voilà, les États collaborent très, très bien pour les contrôles migratoires, pour les expulsions, pour les contrôles, mais pas pour la défense de la vie. Et ils sont signataires des conventions internationales de défense de la vie en mer, comme vous avez, votre organisation aussi fait partie de toutes ces défenses de la vie. Et voilà, finalement, ils ont collaboré, et finalement, les gens étaient sauvés, et tout le monde est vivant, et voilà. C'est une très belle histoire et je suis très content que ça s'est bien terminé aujourd'hui. Comme vous l'avez noté, ces bateaux et navires maintenant qui sont sortis sur la mer, ils ont sorti sur la mer parce que une fois que Mare Nostrum a été terminée, elle était remplacée par Frontex, qu'on a l'impression a plus un rôle de défendre la frontière que de sauver les migrants. Mon propre organisation, on a été partie de 6 différents navires durant les années. On a sauvé 81 000 personnes jusqu'à date. Malheureusement, nos équipes ont vu beaucoup de personnes périr en mer aussi. C'est un fardeau très, très lourd. Maintenant, on voit la criminalisation de ces navires, non seulement dans les grands procès, mais on voit aussi les États qui mettent en place des contrôles bureaucratiques pour essayer de garder ces navires dans les ports, où on les arrête, on les détient pendant des mois et des mois et des mois. Ça coûte très cher pour assurer qu'ils ne peuvent pas repartir secourir. Qu'est-ce que tu prônes? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Qu'est-ce que les gens qui nous regardent ce soir, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour qu'on puisse regarder qu'on est tous partis maintenant d'un système qui déshumanise l'autre, qui veut criminaliser le sort de venir au secours, qui est quand même une valeur fondamentale à laquelle on dit tous qu'on souscrit et que nos démocraties prétendent être les défenseurs des droits de l'homme. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, nous, pour changer un peu les choses? Moi, j'ai suivi un procès de criminalisation quand vous avez, un procès de criminalisation qui était commencé par Frontex et aussi par la police de contrôle des frontières espagnole, qui ont essayé de me criminaliser en Espagne et aussi au Maroc. J'ai suivi un processus judiciaire pour ça, où la police espagnole et Frontex demandaient au Maroc prison à perpétuité. Et on a vu comment on est
criminalisé, persécuté, la solidarité. On a vu comme les discours de racisme social a commencé à grandir en Europe. Et on a vu toute cette réalité. Et ça que nous pouvons demander aux gens, c'est de ne pas se laisser emporter pour tous ces systèmes, d'accord? De savoir quels sont les intérêts qui sont derrière ça et de comprendre aussi qu'il faut lutter pour en Europe. On a dit qu'on voulait créer en Europe l'Europe des droits humains et l'Europe des peuples et l'Europe de tous ces droits. Mais finalement, on voit que l'Europe, c'est justement la haine, le racisme, l'Europe de la marchandise. Et voilà, et qu'est-ce que nous voulons construire pour l'avenir? Non? Qu'est-ce que nous voulons devenir? Qu'est-ce que nous voulons être? Et je pense que dans chaque espace, dans chaque territoire, on doit travailler pour construire en Europe avec une meilleure justice sociale et que c'est vraiment respecte les droits humains. Vous avez parlé un peu de la procédure contre vous, qui était quand même un fardeau énorme, et psychologique et financier, et du temps. Prison à perpétuité, c'est ne pas quelque chose pour rire. C'était un très très lourd fardeau. Vous avez aussi subi des menaces de mort durant cette période. Je me demande comment est-ce que tu peux supporter tout cela, tous ces risques pour cette passion que vous avez dans votre cœur? Parce que j'ai appris beaucoup de choses pendant tout ce temps, ensemble avec nos collègues migrants. Comment il faut résister, comment il faut s'aimer pour défendre la vie, d'accord? Et je pleure beaucoup, non? Et je continue à pleurer tout le temps quand on ne réussit pas à sauver, comme tu as dit, non? Quand on perd des vies, je pleure. Je ris beaucoup aussi. On rit parce que, voilà, et avec nos collègues, et on crée... On doit créer des tissus de résistance, les networks, non? Les réseaux. On a des réseaux de vie. Tu vois, quand on parle, non, les réseaux des mafias, les réseaux, nous, on doit créer nos réseaux aussi. Ces réseaux de vie, et on doit vraiment croire qu'on peut construire quelque chose de meilleur. Il y a les femmes migrantes qui sont très fortes, qui disent, voilà, où il vient avec la mort, nous, on vient avec la vie. Et c'est ça notre proposition aussi. C'est une très belle proposition. Mais on a besoin peut-être de prendre cette énergie, ce tissu, ces networks, et de le faire grandir à une échelle maintenant nationale, ouais, et internationale même. Et j'aimerais vous demander un peu, qu'est-ce que ça veut dire sur l'état de nos démocraties, qu'on est en train de criminaliser l'humanité même, et l'action de sauvetage, et démoniser l'autre. Comment est-ce qu'on peut donner vraiment des ailes à cette network de solidarité, à cette pensée de vie, de joie? Comment est-ce qu'on peut instaurer ça dans nos internautes et après dans nos démocraties pour qu'elles puissent vraiment être le meilleur d'eux-mêmes? Voilà. On doit construire ensemble. Et construire ensemble, ça veut dire avec toutes les personnes qui sont dans nos territoires. Et on doit construire à la base. Et on doit aussi construire d'une façon créative, comme lui l'a dit. D'une façon créative, parce que c'est la créativité qui peut miner le système. Et cette créativité vient par la culture, mais aussi vient par l'éducation, aussi vient pour nous rencontrer dans les quartiers. Et je pense que, voilà, on a l'exemple maintenant, nous, aux îles Canaries. Comme vous savez, c'est toute la route atlantique qui c'est actif. C'est une des routes les plus dangereuses du monde maintenant. Et aux îles Canaries,
il y a aussi les messages racistes qui sont venus quand les migrants ont commencé à arriver. Des messages très forts où les gens même sortaient dans la rue pour persécuter les migrants qui viennent d'arriver avec les bateaux. Mais il y a des autres voisins qui se sont organisés pour sortir aussi dans la rue, accueillir les gens et les dire, OK, le racisme est là, ce message terrible est là, mais nous aussi, on est là et nous aussi, on sort dans la rue pour montrer la solidarité. On doit prendre les rues aussi. Et on n'a pas, on voit tous ces propos racistes qui prennent les messages, qui prennent les médias, les rues. Voilà, c'est notre temps aussi. Prendre ces rues avec l'amour. L'amour, hein? Pourquoi pas? Est-ce que parfois on dit, on parle de l'amour, c'est quoi? L'amour, c'est quelque chose qui est important pour soutenir la vie. Et je pense qu'on doit prendre la rue avec tous ces propos et ensemble avec toutes les personnes qui sont ici. Je crois que c'est très important ce que vous dites parce que souvent dans les situations difficiles, dans la guerre, dans ce que vous voyez dans le trafic, on voit toujours le pire de l'homme ou de la femme ou de l'humanité, mais on voit aussi le meilleur de l'homme, de la femme, de l'humanité. Et il faut absolument qu'on tienne ces noyaux de le meilleur de nous tous et qu'on le suive. Et vous avez parlé aussi de la créativité qui me donne l'opportunité de retourner à Pérouse. Pérouse, we've just heard Pérouse, nous avons entendu une fois encore comment les situations les pires peuvent faire ressortir le meilleur comme le pire. Et vous avez pu trouver les moyens d'agir. Ce qui est intéressant, donc vous êtes passé du journalisme à la poésie, à la prose, mais maintenant vous êtes impliqué dans un projet de film, de pièces de théâtre et de symphonie. Est-ce que l'art n'est pas aussi un moyen justement d'apporter un regard différent, d'apporter une dimension plus profonde qui met en lumière ce côté le meilleur de l'humanité dont parlait Elena? Merci. Merci beaucoup, Elena. J'ai trouvé ce que vous avez dit très inspirant. Ce qui est bien avec l'art et la littérature, c'est que on fait changer l'image, le regard porté sur les réfugiés. Et ça, c'est très important. On peut même créer un nouveau langage, un nouvel angle, une nouvelle perspective. Quand on crée une œuvre d'art ou une œuvre littéraire, on crée un nouvel espace, une opportunité, une occasion pour d'autres artistes ou même des chercheurs pour créer encore davantage. Quand je regarde mes œuvres maintenant, donc je participe à différents projets, pièces de théâtre, symphonies, films, tout ça découle du livre. Quand le livre a été publié, il a créé cet espace. Et du coup, maintenant, on a tous ces nouveaux projets qui émanent du livre. Ce qui est important aussi, c'est que par ces œuvres, on intègre les réfugiés dans le discours principal. Ils n'en sont plus les simples témoins. Eux aussi ont une expérience de vie que l'on peut apporter et intégrer dans le discours principal, ce qui leur donne vraiment de l'autonomie. Donc ces projets auxquels je travaille maintenant sont vraiment un moyen de donner le pouvoir aux réfugiés. Alors maintenant, c'est le moment de passer aux questions en ligne. Il y en a une qui s'adresse à vous, Bérouz. Vous parliez de la solidarité
Est-ce que cette solidarité, elle persiste encore après le temps passé dans le camp? Êtes-vous toujours en contact avec des gens que vous connaissez à l'époque? Et la question parle plus précisément du fait que il semble que vous étiez en Manus en même temps que le Soudanais Abdulaziz Mohamed, qui vit actuellement à Genève. Êtes-vous toujours en contact avec lui? Alors cette solidarité, elle continue, elle existe toujours. On reste en contact, pas avec tout le monde. Mais en tout cas, je suis en contact encore avec certaines personnes, certains réfugiés, et aussi avec des gens qui ont travaillé avec nous depuis 6 ans. Aziz était un des réfugiés sur l'île de Manus. Il faisait partie des gens qui osaient parler et s'exprimer devant les médias. Et il a fini à Genève. Je ne lui ai pas parlé depuis pas mal de temps, mais je le suis sur Twitter. Je sais qu'il va bien. Il continue à travailler. Bon, la solidarité, ça n'est pas simplement rester en contact avec les gens. C'est quelque chose qu'on ressent profondément dans son corps. Alors c'est intéressant quand même, le système qui a essayé de vous ôter votre voix, votre liberté, vous, Abdoul, d'autres. Non seulement vous avez la liberté, mais vous avez plus de voix que jamais grâce aux réseaux sociaux qui diffusent votre message dans le monde. Maintenant, une autre question de Janine. Vers quelle organisation peut-on se tourner si l'on souhaite nous aussi aider ces personnes migrantes à notre échelle? Ça dépend de où elles se trouvent, non? Et il y a des grandes organisations comme MSF aussi, non? Mais il y a des organisations qui sont dans les terrains ou dans les villes, non? Et pour nous, à la frontière entre le Maroc et l'Espagne, on a beaucoup d'organisations qui sont en Andalousie. Et c'est bien de s'engager avec les organisations petites aussi, qui font les choses au terrain et avec les grandes organisations, mais ça dépend de où elles se trouvent aussi. Oui. Voilà. Donc, une deuxième question de Fred qui dit « Il apparaît que même l'action individuelle de solidarité est devenue périlleuse. Avez-vous eu une réflexion sur la coordination de l'action citoyenne à grande échelle? Et si oui, quelles sont les conclusions et les possibilités? » Oui, c'est vrai qu'on doit faire des protections collectives. D'accord? Ça veut dire les attaques, quand on attaque une personne, ils font ça pour que les autres, pour arrêter les autres de continuer à faire cette solidarité. Et c'est le moment de faire des tissus de protection collective. Nous, on a accepté qu'on doit se protéger d'une façon collective, qu'on doit faire ce réseau aussi de protection. Et ça veut dire, la visibilité, c'est une protection. Les prix sont des protections, mais aussi être en contact avec des autres organisations et activer tous les systèmes quand une personne est en danger. Parce que protéger voilà, dans mon cas, c'était clair. Quand on a réussi à gagner les cas, c'était vraiment difficile. Personne ne croyait pas, avec tous les dossiers policiers des 3 polices, et que je pourrais sortir libre. Mais c'était la solidarité de tout le monde. Et quand ils se sont activés, surtout à travers les réseaux sociaux, que j'étais libérée. Et maintenant, les gens ils disent « on a gagné ». Pas seulement que j'ai gagné, sinon que nous tous, et quand je venais dans les camps de migrants, les migrants commençaient à chanter et dire on a gagné, on a gagné. Ça veut dire que c'est cette protection collective qui peut nous permettre d'activer des chaînes. C'est très beau ça, et ça me fait des souvenirs d'avoir vu les vidéos de quand les navires qu'ils ont fait les sauvegardes en mer, après ils n'ont pas la possibilité de rentrer dans un port. Et souvent, ils circulent pendant des semaines pour avoir le droit d'atterrir à quelque part. Et quand finalement,
ils savent qu'ils vont pouvoir atterrir, il y a cette joie spontanée qui érupte et les chansons, les danses, c'est tous les rêves qui viennent. We have a few questions, and I think maybe there is some. Quelques autres questions. Et il y a peut-être encore des choses un peu confuses sur les camps qui restent ouverts. Nous savons que les détentions dans les prisons libyennes se poursuivent en Grèce, en Italie aussi. Il y a des camps qui sont toujours là, conçus pour garder les gens et certainement pas pour les laisser partir. Il y a quelques questions. Est-ce que le camp à Nauru est toujours ouvert ? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Est-ce qu'il y a toujours des camps gérés par l'Australie et des gens qui attendent? Vous nous avez parlé de ceux qui étaient en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Eh bien, la prison de Manus n'existe plus. Ça a été fermé en 2019. Et je fais partie des gens qui étaient encore à Manus quand ils ont fermé le camp et c'est pour ça qu'ils nous ont transférés à Port Moresby. Il y a encore une centaine de personnes qui restent là-bas, à Port Moresby, la capitale de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui est une ville très dangereuse, comme je le disais. La situation est très dure et les gens souffrent beaucoup. Pour ce qui est de l'île de Nauru, c'est une toute petite île. Ce camp existe toujours, mais les gens sont en gros libres sur l'île. Sauf que l'île, elle est minuscule, beaucoup trop petite. Et il y a encore une centaine de personnes sur place. Donc c'est un peu la même situation que les gens qui sont à Port Moresby. Ils attendent qu'enfin on les transfère quelque part vers les États-Unis ou ailleurs. Mais ils sont là depuis près de 8 ans. Donc, 90% des réfugiés ont déjà été libérés, envoyés en Australie, aux États-Unis ou ailleurs. Mais il y a encore des personnes qui restent là, sur place. Donc oui, il y a encore des camps gérés par l'Australie qui payent pour la gestion de ces camps. Encore deux questions. Est-ce que vous aviez conscience des risques et des difficultés que vous alliez rencontrer ou risquiez de rencontrer en partant d'Iran? Non, je n'avais aucune idée, je n'imaginais pas du tout. Et même si j'avais imaginé, enfin, jamais j'aurais pensé vivre des difficultés pareilles, c'est inimaginable. Encore à ce jour, je reste incrédule, si vous voulez, d'avoir vécu quelque chose comme ça. C'est un parcours dramatique. J'ai traversé une tragédie, j'ai assisté, j'ai vu une tragédie. Je crois que tous ceux qui fuient, qui subissent les cruautés que peuvent faire subir des êtres humains, gardent à jamais cette image, sont marqués. Plusieurs questions sont posées pour savoir qu'est-ce que les gens peuvent faire pour aider ces gens qui sont encore coincés, qui n'ont pas été transférés vers de nouveaux pays. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire entendre leur voix par solidarité? Eh bien, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Il y a les réseaux sociaux, c'est important, mais je crois que l'urgence maintenant, c'est de contacter ces gens-là et de leur donner de l'argent, tout simplement. C'est pas la peine de faire plus compliqué parce que ces gens-là vivent dans des situations très très dures. Est-ce que vous voudriez poser une question à Elena? Ou est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose, éventuellement poser une question à Elena. Donc,
Je ne connais pas bien la situation en Europe, en fait, mais j'aimerais, une fois que l'histoire du coronavirus sera finie, pouvoir venir en Europe. J'ai été invitée dans beaucoup d'endroits et j'adorerais pouvoir rencontrer Elena quand je viendrai en Europe. On pourra travailler ensemble. Donc, je n'ai pas vraiment de questions, mais j'aimerais beaucoup partager cette expérience parce que malheureusement, l'Australie est devenue une sorte de modèle pour beaucoup de pays d'Europe. Je crois le Danemark en particulier, qui détient des gens sur une île. Le Royaume-Uni s'intéresse aussi au modèle de l'Australie. Et puis, il y a les îles grecques aussi, l'île de Lesbos. Donc, j'aimerais vraiment rester en contact avec Elena et j'espère pouvoir venir en Europe pour parler de cette expérience. C'est important. On ne peut pas dire « OK, ça s'est passé dans un autre coin du monde, ça ne nous concerne pas ». Mais tout est lié. On a vu que pendant de nombreuses années, l'Australie a agi de cette façon et on voit maintenant que le Royaume-Uni réfléchit au modèle australien. Le Danemark le fait aussi. Donc, nous qui sommes militants, nous tous, il faut, comme vous l'avez dit, créer ce réseau. Il y a déjà un réseau, mais il faut l'agrandir, l'élargir, travailler ensemble. Ce serait fantastique. Bien sûr, Elena a fait un travail incroyable. Mais moi, je suis à l'autre bout du monde, en Nouvelle-Zélande. Et j'aimerais vraiment, quand je viendrai en Europe, qu'on puisse faire quelque chose ensemble. Eh bien, vous êtes déjà en train de faire quelque chose ensemble. Ce fameux réseau dont parlait Elena, ben voilà, il est créé. Et je suis sûre que vous aurez l'occasion de poursuivre. Oui, Inch'Allah. Inch'Allah, je pense que oui, qu'on aura l'occasion de se voir face à face, mais qu'on doit déjà faire des choses. On peut déjà faire des choses, comme tu as dit. Et résister, mais aussi, je pense qu'il y a des choses que j'ai beaucoup appris avec les familles des personnes migrantes. On a le droit à savoir la vérité de tous ces systèmes. On a le droit que les gens peuvent avoir justice, mais pas seulement justice, sinon réparation, parce que tous les douleurs qui sont faits, non, à virus, il y a des autres, ils ont besoin de réparation, de vraiment que les États reconnaissent toutes ces douleurs et de les réparer. Et on a besoin de tous ces réseaux pour la non-répétition. C'est quelque chose qui est vraiment important. Et ne pas oublier aussi les gens qui se sont perdus dans ce chemin. Comme lui l'a bien dit, il y a des tragédies. Il y a beaucoup de personnes qui sont disparues, qui sont morts, ou des personnes que jamais on va retrouver leur corps, non? Et soutenir cette mémoire parce qu'ils sont les victimes de tout ce système que lui il a parlé au début. Voilà, soutenir cette mémoire, on est là et c'est notre obligation de la soutenir et on espère le faire pendant longtemps et ensemble. Comme disent les migrants, on est ensemble, non? Behrooz, Behrooz, vous avez parlé d'un système et je crois qu'il est important de comprendre ce système. Qu'est-ce que ça veut dire de faire partie de ce système si nous regardons ce qui se passe sans agir et si nous écoutons ces discours racistes et ces mensonges kafkaïens? Et qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Oui, je crois que j'ai deux idées à vous communiquer là-dessus. Je pense qu'il ne faut jamais oublier que nous vivons
dans ce système. Cela veut dire que nous faisons partie du système. Nous ne pouvons pas nous échapper et donc nous avons une obligation de résister et de trouver un moyen de résister de l'intérieur du système. Et je vous donnerai un exemple également. L'Australie. L'Australie a mis en œuvre des politiques terribles à Manus et à Nauru, ce qui a eu un impact très négatif sur la culture politique australienne. C'est une politique qui a eu un impact durable sur la société et la politique australienne. On ne peut pas bannir ces migrants à des îles lointaines, nier ces crimes et en sortir. Ce sont des politiques qui ont eu un effet durable sur la démocratie libérale australienne. Pour moi, à mon avis, l'Australie a perdu ses principes, a perdu sa moralité. Et je pourrais vous donner encore un exemple. L'Australie a établi ses politiques de manière clandestine. Elle a annoncé que ce sont des politiques qu'il faut garder secrètes pour des raisons de sécurité nationale. Au cours de ces 2 dernières semaines, au Parlement australien, des représentants parlementaires ont demandé une enquête et le Premier ministre a refusé, en disant que nous ne pouvons pas faire une enquête sur ces questions qu'il faut garder secrètes. Le gouvernement refuse d'en parler. Le gouvernement a traité les Australiens tout comme il a traité les réfugiés. Dans un système secret, les personnes responsables pour les prisons à Manus sont maintenant au gouvernement en Australie. Il est impossible d'être violent dans la rue et après de retourner et être gentil dans votre famille. Non. Vous retournez à l'intérieur de votre foyer avec la même violence. Je pense qu'il est important de le reconnaître. Vous ne pouvez pas traiter les réfugiés d'une telle manière et en sortir. Et, agir avec des principes chez vous. C'est un système, comme je vous ai dit tout à l'heure. Le prison de Manus fait partie de ce système. Nous ne pouvons pas l'oublier. Pour nous, il est très dangereux également, puisque les gens qui travaillent comme défenseurs de droits de l'homme, les gens qui essayent de résister à ce système, je vous encourage de résister et de ne pas vous laisser faire partie de ce système ou de cette industrie. Moi-même, j'essaye, je lutte de ne pas faire partie du système. Il est difficile. Je peux vous donner un exemple, par exemple. Nous avons lancé notre disque en mars et les gens veulent écouter notre symphonie, mais dans les centres, dans les salles de concert, on nous demande de vendre des billets, de vendre des entrées pour payer, pour financer les concerts. Moi, je sais que ce sont des personnes qui travaillent depuis 1 an sur la symphonie. Donc, ils doivent
aussi recevoir un salaire. Nous essayons de raconter une histoire qui est basée sur une tragédie, mais nous vendons la tragédie également. Nous vendons des billets, nous sommes obligés. Mon livre qui a été publié dans 25 pays, alors je crois que cela conclut notre entretien. Je pense que nous n'avons plus beaucoup de temps. Et vous avez mis l'accent sur un point très important. Paulo Freire a dit que la déshumanisation est un fait historique, mais n'est pas relayé. C'est le résultat d'un ordre injuste qui donne lieu à d'autres violences qui déshumanisent ceux qui sont agressés. Un peu ce qu'on a entendu ce soir. Et ça, c'est les leçons pour nous. C'est l'importance de travailler en réseau, l'importance de l'amour, de la créativité, de l'art, de littérature, de films qui peuvent nous toucher dans une autre manière, l'importance absolue de la résistance, the maximum importance of the resistance that you brought to us, Férouz, to re-give our world, pour redonner à notre monde sa sens de l'amour, du respect, de la vie. Et il faut que nous, on se tienne bien compte que le système, ce n'est pas eux, c'est nous. Ensemble, on est ce système. Et il faut qu'on lutte ensemble. Et on devrait suivre l'exemple, non de l'Australie, comme va faire la Grande-Bretagne, mais il faut vraiment qu'on suive l'exemple de Behrouz et de Helena, qui ont montré un tel courage, une résistance, un militantisme, tout enrobé d'un amour de l'autre et de l'humanité, et l'importance absolue de les droits humains. Merci beaucoup à tout le monde ce soir. Thank you, Behrouz. Thank you, Helena. Et bonne soirée. Thank you.